Donc, on a créé la chronique Morning Coach pour vous, les cadres, les entraîneurs, les animateurs, dans le but de vous accompagner, de vous aider au travers différentes thématiques. La thématique du jour, je vous le rappelle, c'est la préparation physique et plus particulièrement l'intervalle training. C'est juste rentrer quelqu'un, excusez-moi. Et pour débattre aujourd'hui, on a la chance, le privilège même, je dirais, d'avoir 3 experts en la matière. Alexis Simon, qui a un master en préparateur physique et qui est responsable des formations de l'IRF. Nicolas Doé, qui a... pardon, parce que j'ai un bug sur l'ordi. J'ai Charlène. Est-ce que Charlène est rentrée? Parce que je n'arrive pas à la faire rentrer. Non, elle est dans la salle d'attente. Alors, j'ai essayé aussi de la faire rentrer, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Bon, on coupera au montage ce petit bug, hein, Nico. Je recommence. Donc, on a Nicolas qui est avec nous ce matin, qui a un diplôme universitaire européen de préparateur physique, qui est également entraîneur. Et Geoffroy, que je ne présente pas, que vous connaissez tous, qui a un doctorat en STAPS et qui est conseiller technique. Voilà. Donc, merci à tous d'être présents et merci à nos experts d'être là avec nous ce matin. On va pouvoir commencer et je me permets, je lance les hostilités et je vais lancer les choses en posant la grande question à nos experts. Qu'est-ce que l'intervalle training et si vous pouvez nous éclairer sur à quoi ça sert exactement. C'est à vous. Ok, bah, je vais prendre la main pour démarrer. Alors pour moi, l'intervalle training, c'est déjà une méthode d'entraînement qui permet d'enchaîner des séquences de travail avec des séquences de récupération dans un temps donné. Et le temps de travail, en général, est toujours le même. Il est répété par séquence et le temps de récupération également. Le but du jeu de ce type de travail, c'est d'aller travailler sur le développement des filières énergétiques dont on va certainement reparler ensuite. Voilà pour le principe général de ce qui peut être présenté de ce type de travail. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter pour Alexis ou Nicolas. Non, c'est tout à fait ça, en effet. Hein. C'est une forme de travail, il ne faut pas s'arrêter, en effet, là-dessus. Voilà, comme disait Geoffroy, on va pouvoir jouer avec différents exercices. Ce qui est intéressant aussi, moi, quand je parle d'intervalle training aussi, et je pense que c'est quand même pas mal d'entraîneurs qui le font aussi, circuit avec des exercices à intensité élevée, voire modérée, entrecoupés, comme disait Geoffroy, sur des périodes de repos passifs ou actifs, j'ai envie de dire aussi. L'idée aussi, ce qu'on va pouvoir voir par la suite, je pense, ça va être aussi d'avoir aujourd'hui, je pense, un vocabulaire aussi. Donc, mettre aussi la forme, ça pourrait être, on va parler surtout, je pense, de séries, répétitions, intensité, temps d'exercice, récupération passive, active, ischémique, etc. Et en effet, aussi, on va pouvoir intervenir, et on le verra par la suite, je pense, sur tout ce qui va jouer sur les différents systèmes énergétiques que normalement, vous connaissez tous bien. Voilà. En effet, si je peux donner moi quelques compléments. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, Geoffroy et Nicolas, en effet, c'est une méthode en plus qui est très souvent utilisée dans le monde de l'entraînement et notamment par nos entraîneurs de gymnastique, notamment sous forme de circuit. Donc, on le verra, l'idée, ce sera au travers de ce sujet, de se questionner sur, en effet, les différents paramètres qui constituent cette méthode, qui sont quel type d'exercice, quel tempo on va choisir, la récupération, le temps global de travail, etc. Donc, voilà, l'objectif sera de pouvoir avoir une idée de comment choisir, quel choix faire et pour quelles raisons. Donc, voilà, on va pouvoir échanger là-dessus et surtout présenter cette méthode de manière globale qui en ressort comme une méthode également plutôt pratique. Et c'est pourquoi vous l'utilisez aussi, hein, puisqu'elle permet généralement d'encadrer des groupes assez importants en préparation physique. Hein. Lorsqu'on a un groupe de gym qui peut être assez conséquent, c'est une méthode qui est assez simple et facile d'utilisation. Et en plus, elle peut convenir à différents niveaux de pratique.
notamment lorsque on peut donner une intensité, comme par exemple si on indique une intensité type maximale, elle sera maximale pour 2 personnes différentes, bien que leur niveau soit différent. Donc voilà, c'est une méthode intéressante aussi dans la recherche de l'encadrement de différents niveaux de pratique. Et en plus de cela, et on le verra, ce sont des séances courtes à haute intensité qui en plus peuvent bénéficier de nombreuses adaptations intéressantes. Très bien, merci pour ces explications. Est-ce que vous avez des questions déjà ou est-ce que vous voulez que je continue? Vous pouvez le faire soit en cliquant sur la petite main. Merci Ludivine, je continue. Donc, on continue, pas de questions, très bien, parfait. Donc là, on parlait justement de filières, etc. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quelle fréquence on peut utiliser cet intervalle training et voilà, un peu expliquer les contenus, etc. Alors, moi, je vous propose un premier tableau qui va balayer un peu les différentes possibilités. Puis après, on pourra réexpliquer rapidement les filières à tout le monde s'il y a besoin de faire une petite mise au point sur ces questions-là. Est-ce que je peux partager l'écran comme ça? Voilà, j'imagine que vous voyez la diapo. Ouais. Sur ce tableau-là, vous pouvez, je vais le mettre en plus grand, ça sera mieux pour tout le monde sans doute, s'il veut bien. Non, il veut pas. Alors on va le faire comme ça. Hop. Voilà. C'est un peu plus grand pour tout le monde, ça doit être mieux. Ouais. L'idée dans le fonctionnement de l'intervalle training, il y a plusieurs modèles possibles que vous pouvez voir un petit peu partout sur Internet ou dans la mode du moment. C'est assez utilisé sur des modèles HIIT ou le Tabata. C'est ni plus ni moins que de l'intervalle training qui a été adapté dans des standards temporels et de travail plus ou moins marketing autour, quoi, on va dire, mais finalement, c'est ni plus ni moins que de l'intervalle training, c'est-à-dire un temps d'effort avec un temps de récup. Dans le fonctionnement de cet intervalle training, je vous propose ce tableau-là qui permet de synthétiser comment je peux faire varier le temps de travail avec le temps de récupération et quel est l'intérêt de travailler d'une manière ou d'une autre. Vous avez 2 entrées possibles au départ qui sont soit un travail en capacité, soit un travail en puissance. Et donc, en fonction de ça, vous allez travailler sur une filière ou une autre. Donc, soit la filière aérobie, soit la filière anaérobie. Et alors, l'adaptation que je vous propose pour que ce soit au plus proche de vos réalités d'entraîneur, c'est pas forcément de vous baser sur la VO2 max parce que vous n'avez pas que ça à faire que tester cette VO2 max et souvent elle est difficile à appréhender. Mais par contre, vous pouvez l'appréhender par rapport à des efforts maximaux. Donc, vous voyez sur la 3e colonne les efforts maximaux que vous pouvez utiliser sur un travail de base de 30 secondes avec une récupération de 30 secondes. À l'exception de la dernière ligne où il y a un travail en puissance anaérobie, où on va diminuer le temps de récupération à 7 secondes. Donc évidemment, ce sera un travail qui sera à très haute intensité dans ce contexte-là. Donc sur ces efforts maximaux, ça veut dire que j'ai plus besoin de tester la VO2 max pour savoir quelle est leur qualité d'oxygénation et puis à quel pourcentage de cette VO2 max je vais travailler. Ça, vous n'avez pas les outils pour l'évaluer dans la salle de gym. En revanche, vous pouvez faire un effort max, c'est-à-dire je vais, je sais pas, faire des pompes, courir sur une distance donnée en aller-retour sur le praticable ou sur la piste de saut, faire des choses comme ça. Et en gros, je vais pouvoir tester en 30 secondes quelle est la distance maximale parcourue sur la piste de saut en aller-retour, par exemple. Est-ce qu'ils font 2 allers-retours et du coup, sur une distance de 20 ou 25 mètres, bah, ils font 40 ou 50 mètres, par exemple? Ou alors, est-ce que je leur demande de faire des pompes parce que je veux travailler sur les épaules, les membres supérieurs, et puis en 30 secondes, ils sont capables de faire 20 pompes. Bon, voilà, par exemple. Donc, à partir de là, je vais pouvoir facilement déterminer
le 65% d'effort ou le 40% d'effort maximum sur la période de travail ou la période de récup, en faisant des tests d'efforts maximaux sur 30 secondes. Et après, je peux travailler une qualité ou une autre. Et puis après, je vous ai mis en face donc les différents intérêts sur chacune des qualités travaillées. Soit je vais travailler le renforcement de l'oxygénation musculaire, c'est-à-dire savoir utiliser l'oxygène pour produire de l'ATP, c'est la molécule d'énergie du muscle. Donc là, je travaille sur de l'aérobie en capacité. Soit je vais travailler sur le renforcement de la tolérance lactique. À ce moment-là, je suis plutôt sur un travail en anaérobie, c'est-à-dire c'est quand les muscles ils commencent à brûler et que ça devient difficile de bouger. Voilà, ça c'est l'anaérobie. Ensuite, quand je vais travailler en puissance, c'est ma capacité à soutenir l'effort ou à produire des efforts maximaux pour l'anaérobie sur le temps d'effort donné. Donc voilà pour cette présentation globale sur comment je peux appréhender l'intervalle training et en fonction des objectifs que je poursuis. Merci. J'ai une petite question d'Amandine. Est-ce que c'est possible de réexpliquer les filières rapidement, aérobie, anaérobie, pour qu'on puisse bien comprendre le tableau? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si Alexis ou Nicolas veulent le faire. Sinon, j'ai les courbes de Wald, si vous voulez, je peux la mettre et puis vous l'expliquer. Oui, si tu veux, ouais, comme ça permettra d'imager en même temps. Alors, je vous partage ça tout de suite. Nico, il faut que tu remettes ton micro si tu veux intervenir. On remarque que j'avais quelque chose avec l'expression de la puissance et de la capacité. Qui pouvait être aussi... Moi, en attendant, à la rigueur, ce que je peux faire comme petit rappel aussi sur les différentes filières énergétiques, je peux rapidement, si vous le souhaitez aussi, rappeler qu'est-ce que la capacité et qu'est-ce que la puissance, si ça vous intéresse. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de capacité et de puissance aussi, c'est chaque filière va se caractériser par ces paramètres-là. On va avoir par exemple donc la quantité totale en fait d'énergie qui va pouvoir être produite par le système. On va appeler ça la capacité, d'accord? Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais la quantité maximale d'énergie qui va être produite par unité de temps, on va appeler ça la puissance. D'accord? Et moi, si vous le souhaitez aussi, donc on voit en effet le petit schéma de Geoffroy. Il faut, pour simplifier aussi, il faut que vous mettiez en tête les trois filières. C'est comme un réservoir avec un débit, avec un robinet en fait. Le réservoir, entre guillemets, c'est la capacité d'eau, d'accord, qu'on va pouvoir mettre. C'est la quantité d'eau. Ben voilà, on voit ça exactement. Merci Geoffroy. Et en fait, et la puissance, ça va être le débit qui va sortir de ce réservoir-là. Ça va jusque-là? Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que ça répond aussi un tout petit peu à, comment dire, à la question aussi d'Amandine ou pas du tout? Allô, Amandine? Est-ce que c'est bon pour toi? Après, on peut partir sur détailler rapidement aussi sur qu'est-ce que la filière aérobie, qu'est-ce que la filière anaérobie lactique et alactique, si tu préfères aussi. Je pense qu'on peut rappeler ça rapidement, oui. Ouais. Si je peux qui veut y aller, j'y vais, ou vous y allez, les gars? Comme tu veux, hein, moi ça ne me dérange pas. Hein. Vas-y, Alexis. De manière globale, et là, comme vous avez le schéma et notamment les courbes que vous pouvez voir donc à droite, globalement, lorsque je vais mettre en place, quand je vais démarrer mon effort, on va devoir produire de l'énergie, donc de l'ATP, pour permettre la contraction musculaire et le fonctionnement donc, du corps en mouvement. Donc, lorsque je vais commencer mon effort, et comme on peut le voir sur les trois courbes, je vais avoir mes trois filières qui vont démarrer en même temps. Néanmoins, bien qu'elles démarrent en même temps, il y en aura en fonction des différentes périodes et en fonction du temps, certaines qui vont être plus prépondérantes que d'autres. Comme on peut le voir, dès le début de l'effort, on va plutôt avoir la filière qu'on appelle anaérobie alactique. Anaérobie alactique signifie qu'il n'y a pas de présence d'oxygène et ni de lactate, ni d'acide lactique, d'accord? D'où le anaérobie alactique. Donc, globalement, cette filière-là, pour produire de l'ATP, pour produire de l'énergie,
elle va utiliser les réserves en créatine phosphate qu'on va avoir au sein du muscle. On a des réserves qui vont être ensuite donc, utilisées du muscle lui-même pour produire de l'ATP. Sauf que ces réserves-là, elles ne sont pas très importantes. C'est pourquoi cette filière-là, elle est assez faible en capacité. Comme vous pouvez le voir, globalement, la courbe, passé les 60 secondes, arrive à quasiment 0, d'accord? D'où la capacité assez faible par rapport à l'utilisation de la créatine phosphate pour produire de l'énergie. Donc, à partir du moment où, justement, ces réserves-là vont être faibles, on va avoir l'intervention de manière plus prépondérante de l'anaérobie lactique. Alors, cette filière-là, toujours hors présence d'oxygène, va permettre de produire de l'ATP, cette fois en utilisant donc le glycogène, qui est la forme du glucose qui est stocké dans le corps, et notamment dans les muscles, d'accord? Donc, on va avoir cette utilisation du glycogène pour former de l'ATP. Et avec le temps, lorsque le glycogène, lui, va être dégradé, il va être dégradé, donc, pour rentrer un petit peu dans certains détails, hein, en pyruvate, qui ensuite va intégrer les cellules mitochondriales, donc les cellules qui sont dans les fibres musculaires, et qui permettent la respiration cellulaire, autrement dit les échanges gazeux, et notamment l'accès de l'oxygène dans la cellule, qui permet ensuite, et là on passe dans la filière aérobie, de produire de l'ATP en présence d'oxygène. Ce pyruvate, lorsqu'il entre donc dans la mitochondrie, va être transformé grâce à la présence d'oxygène et la filière aérobie en ATP. Et lorsqu'il va y avoir un fonctionnement très important qui va être lié à l'intensité de l'exercice, le pyruvate, lui, il va pas pouvoir rentrer pleinement dans cette mitochondrie. Il va y en avoir qui va s'accumuler aux portes, entre guillemets, de la cellule. Et ce pyruvate-là qui ne pourra pas rentrer dans la cellule, il va être ensuite dégradé et réutilisé donc, dans les autres fibres musculaires, notamment lentes du corps humain, et il va être dégradé en lactate. Et ces lactates, eux, vont être ensuite utilisés en guise d'énergie. Hein. Donc, on entend souvent parler à tort de l'acide lactique comme étant un facteur limitant de la performance. Alors, là, je vais peut-être casser pour certains d'entre vous un mythe, d'accord? C'est que malheureusement, non, ce n'est pas l'acide lactique, comme on l'entend souvent, qui est le facteur limitant de la performance, mais il y a un lien forcément, c'est-à-dire que ces lactates, lorsqu'ils vont être réutilisés et donc utilisés comme substrat énergétique, il va y avoir une libération de ce qu'on appelle un ion d'hydrogène. Et cet ion d'hydrogène, ion H+, va provoquer par accumulation une acidité qui, elle, va être liée justement à cette dégradation dans le fonctionnement musculaire entre la contraction et la décontraction du muscle. Et de là va donc être clairement le facteur limitant. Donc, globalement, on ne va pas parler de l'accumulation de l'acide lactique, mais plutôt l'accumulation des ions H+, qui provoque une acidité et qui ensuite est délétère pour le fonctionnement musculaire. Et c'est pourquoi, au travers de l'entraînement, l'objectif va être de développer les capacités oxydatives du muscle, donc de pouvoir traiter, entre guillemets, ces déchets, notamment les ions H+. Donc, on va parler d'un pouvoir tampon que peut avoir le muscle dans voilà, cette réutilisation des ions H+, et cette élimination des déchets. Donc voilà globalement, si c'est plutôt clair pour vous, l'explication des trois filières, avec donc deux filières anaérobie lactique et lactique, où il n'y a pas de présence d'oxygène pour fournir de l'ATP qui est le carburant, et la filière aérobie qui par contre là fait référence donc à l'utilisation de l'oxygène pour produire de l'ATP. Et comme on peut le voir, la puissance et la capacité va être différente entre ces différentes filières, d'accord? Et comme l'a bien expliqué Nicolas, on le voit là sur la partie de gauche, avec, en imaginant le robinet qui peut être la puissance et le réservoir qui signifie la capacité. Donc globalement, anaérobie lactique, on va avoir une grosse puissance pour une faible capacité,
l'anaérobie lactique, on va être sur quelque chose qui va être un peu plus équilibré par rapport à l'aérobie qui, elle, va avoir une capacité importante et par contre un robinet, une puissance qui va être plus faible. Ok, merci Alexis. Je voulais juste reprendre la main pour répondre à une question de Arthur tout à l'heure sur ce que j'ai exposé sur le tableau que tu as remis. Alors oui, effectivement, il posait la question sur les 30%, enfin les 30 secondes d'effort et puis les 30 secondes de récup. Est-ce que pendant la récupération, les 30% ou les 40 ou peu importe, il faut refaire des pompes? Dans l'exemple où je disais pendant l'effort on fait des pompes, est-ce que pendant la récup on fait des pompes? Eh bien oui, pourquoi pas? C'est-à-dire que dans cette relation aux efforts maximaux, si pendant ma phase d'effort, je fais 10 pompes, c'est mon max en 30 secondes. Si je dois être à 90% pendant la phase d'effort, ça veut dire que j'ai 9 pompes à faire en 30 secondes. Et si j'ai 0 pendant les 30 secondes en récup, bah, j'en fais 0. Si je suis à 40% en phase de récup, j'en fais 4. Voilà, en grossièrement l'exemple possible. Alors après, ce n'est pas forcément obligé de faire pompe et pompe. L'idée, c'est que quand vous allez solliciter des chaînes musculaires, un groupe musculaire, que ce soit les membres suples, les membres inf ou sur des exercices globaux, on va dire, qui engagent l'ensemble du corps, il faut que ce que vous associez comme type d'effort pendant les 30 secondes d'effort, ce soit le même type d'effort dans l'effort demandé de la phase de récup. Voilà. Et alors, ce que vous voyez dans le tableau, c'est qu'effectivement, ces phases de récupération, elles ne sont pas forcément à 0. Récupérer, ça ne veut pas dire rien faire. Parfois, il faut faire quelque chose, mais à moindre effort. En fait, ça permet de solliciter la physiologie musculaire telle que vous l'a décrite Alexis tout de suite, pour justement permettre de renforcer cette oxygénation et éliminer éventuellement un peu d'acidité dans le muscle, la montée en acidose, ou au contraire, maintenir cette acidose pour entraîner le muscle à supporter cette montée en acidité musculaire, ce qui est le cas pour le travail de la puissance anaérobie, par exemple. Et je voulais évoquer un deuxième point important à bien comprendre sur la courbe d'Oval que Alexis a présenté aussi, c'est les 3 courbes que vous voyez au-dessus du tableau. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce n'est pas une filière qui suit l'autre. Il n'y a pas l'une puis l'autre, c'est que les 3 démarrent en même temps. Sauf qu'elles ne sont pas aussi efficaces l'une que l'autre au même moment. Mais les 3 fonctionnent en même temps. Ça veut dire qu'en termes de performance, la gymnastique, vous l'aurez remarqué, la plupart du temps, les mouvements, on va plutôt utiliser l'anaérobie lactique, parce qu'on va être sur l'ordre de 60 secondes à 90, 120 secondes éventuellement, pour les mouvements les plus longs. Donc, on va principalement utiliser cette filière-là, sauf qu'il faut bien comprendre que pour avoir une filière anaérobie lactique forte, il faut avoir une base aérobie qui soit également forte. Plus votre base aérobie est solide, plus elle va soutenir le fonctionnement et le développement de l'anaérobie lactique. Ça veut dire qu'il va falloir développer les deux. Pourquoi il faut les deux? Parce que notamment, si votre filière aérobie est solide, ça veut dire qu'elle est capable, c'est une filière qui va utiliser ce qu'Alexis décrivait, elle va utiliser cette production de lactate pour reproduire de l'ATP, de l'énergie. Donc, elle va tamponner, j'ai envie de dire, les effets pervers de l'anaérobie lactique qui va produire de l'acidose musculaire. L'anaérobie, ça va contrer cet effet-là. Donc, si votre filière aérobie, elle est forte chez vos gyms, vous pourrez d'autant plus développer une force de filière anaérobie lactique. Voilà pour mes remarques du moment. Il y a des questions particulières par rapport à ces filières? Non. Ouais, pour l'instant, c'est clair. Alors, s'il y a une question. Est-ce que Arthur, tu veux prendre la parole pour réagir plutôt qu'écrire? Alors,
Moi, j'ai compris sa question. Je vais vous présenter une autre slide si vous voulez. Hop. Je veux bien prendre la parole, mais je crois que la connexion Internet n'est pas top. Je ne sais pas si vous m'entendrez. On t'entend très bien pour l'instant. Donc, vas-y, on t'écoute. Bon, bah, je reprends l'exemple des pompes parce qu'en fait, c'est vrai que je tique un peu sur ce truc-là. Je travaille beaucoup en circuit. Mais c'est vrai que physiquement, quelles que soient les gamines qui travaillent, une fois qu'elles ont fait 30 secondes de pompe sur les tests, c'est vrai que moi, je fais faire toujours des maximums comme ça, où ils en font le plus possible sur 30 secondes. Mais arrive le moment de la récup, à part les faire trottiner, au niveau des bras, elles ne vont pas faire grand-chose. Alors, c'est la question typiquement dans l'exemple des pompes. Je veux bien solliciter la même chaîne, mais alors qu'est-ce que tu ferais faire en récup pour rester sur le même travail en sachant que les bras, au bout de 30 secondes, quand tu as fait ton max de pompe, moi, j'ai plus l'image de la gamine qui s'étale à plat par terre qu'encore capable de dire maintenant, je vais faire des pompes, mais 2 fois moins vite, quoi. Alors après, les modalités d'exercice, vous pouvez très bien faire travailler les membres supérieurs sur un autre exercice. Ou si vous avez par exemple des cordes, les battle ropes, l'espèce de grosses cordes là qu'on voit dans le CrossFit souvent là. Vous pouvez très bien travailler ça et puis conserver un mouvement des bras et une récupération. Tout le problème, c'est de pouvoir doser l'effort. Ça, la difficulté. Quand vous restez sur le même exercice, c'est facile parce que vous savez ce qui correspond au 100%, au 40%, au 30%. Donc, c'est facile de quantifier l'effort. Voilà. Donc, oui, après, l'enjeu de ces filières-là, c'est de pouvoir développer le nombre de cycles qu'elles vont pouvoir enchaîner. Sachant que quand tu vas travailler, par exemple, tu veux travailler sur de l'anaérobie lactique sur les membres supérieurs, ce qui sera sans doute plus pertinent pour les filles que tu as, tu ne vas pas forcément leur demander, si je reprends l'exemple, elles font 10 pompes, tu ne vas pas forcément leur demander de faire 10 pompes pendant les 30 secondes. Ça se trouve, elles n'en feront que 8. Et puis, dans le temps de récup, elles en auront que 2, 3 ou voire 0 en se mettant en ischémie, ce que Nicolas se fera un plaisir d'expliquer après. Voilà, on peut aménager ça, ou tu peux aussi leur demander de faire les pompes sur les genoux au lieu de le faire sur les pieds. Voilà, tu peux aménager tout ça. Ensuite, sur les possibilités et l'intérêt de l'intervalle training, c'est de développer le nombre de cycles qu'elles sont capables de faire. C'est pour ça que je vous ai mis ce tableau. C'est-à-dire que là, je vous mets différentes formes possibles de travail de l'intervalle training. Vous verrez que si vous partez en haut du tableau, vous êtes sur des formes de travail qui sont très générales. Et plus vous allez descendre dans le tableau, plus vous allez arriver sur des formes de travail qui vont être spécifiques à la gymnastique. Alors après, je vous ai fait rapidement des intérêts et limites, et puis le nombre de cycles qu'il faut essayer d'aller chercher, quoi. Quand vous êtes sur un travail en forme de course, vous allez surtout travailler les qualités cardio-pulmonaires et en lien avec les membres inférieurs, hein, MI, membres inférieurs. Mais finalement, c'est assez éloigné de la gym. Mais en revanche, c'est un geste qui est assez naturel. C'est-à-dire que n'importe qui sait courir. Par contre, se mettre sur les mains ou faire des pompes ou autre chose, déjà, c'est un peu plus compliqué. Par contre, courir, c'est dans la norme pour l'être humain et pour n'importe qui. Mais c'est quand même éloigné de la gym. Je vous donnerai un exemple. Ils ont voulu développer les qualités de ces filières énergétiques chez les filles de l'équipe de France à l'INSEP. Et donc, ils les ont fait sortir de la salle avec les baskets et courir. Et finalement, ils ont arrêté de le faire parce qu'il y a beaucoup de filles qui se sont blessées, qui ont eu des traumatismes tendineux, ligamentaires, parce qu'en fait, elles ne savent pas courir. Enfin, quand je dis c'est à la portée de tout le monde, oui, mais finalement, elles n'ont pas de technique de course. Et donc, ils ont arrêté de faire ça, ils ont changé les modalités. Donc, il faut voir ce qui peut être pertinent pour vos gyms de faire. L'autre intérêt, c'est que ça permet de sortir de la salle. Des fois, c'est bien de voir autre chose que notre salle en mousse. Voilà, vous pouvez travailler sur la course comme ça. En quadrupédie, c'est intéressant. C'est déjà un peu plus proche des activités gymniques parce que vous allez à la fois solliciter les membres inférieurs et les membres supérieurs. Vous êtes dans une activité globale où il y a des variations d'appui entre membres sub et membres inf qui sont quand même plus proches de la gymnastique. L'inconvénient, c'est que ces appuis répétés sur les poignets font que parfois, c'est un peu usant dans les poignets. Donc, pourquoi pas utiliser des poignées de force pour soulager sur ce type d'exercice. En tout cas, c'est un
une approche qui est plus globalisée et un peu plus proche des contraintes qu'on a en gymnastique, donc plus intéressante. Donc, vous pouvez, par exemple, faire la longueur de votre praticable, il y a 12 mètres. Elles font des allers-retours en quadrupédie sur le praticable. Et puis, en 30 secondes, quelle distance elles parcourent. Vous avez leur max. Et après, vous pouvez faire les pourcentages comme dans le tableau qu'on vous a montré tout à l'heure et déterminer le travail à faire. Sur les circuits, là, vous pouvez travailler sur des chaînes musculaires, un peu comme l'exemple des pompes tout à l'heure. Et l'important sera de rester sur la même composante. Si vous travaillez les chaînes musculaires des membres supérieurs, il faut rester sur ces mêmes chaînes. Et l'idée, c'est d'essayer de faire évoluer le nombre de cycles. Est-ce que je suis capable de tenir 6 cycles de travail? Un cycle de travail, c'est 30 secondes d'effort et puis le temps de récup que j'ai prévu. Est-ce que c'est 30 secondes ou moins? Et puis ça fait un cycle. Est-ce que je suis capable d'en enchaîner un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, jusqu'à 12? Ça fait que si vous êtes sur du 30-30, 30 d'effort, 30 récup, 1 minute par cycle, vous avez 6 à 12 minutes de travail. L'idée pour vos gyms, c'est d'identifier la progression. Donc, c'est de voir combien de cycles vos gyms sont capables de tenir. Est-ce qu'elles progressent? La semaine dernière, elle en faisait 5, cette semaine, elle en fait 6. La semaine d'après, on est encore à 6, flûte. La semaine d'après, on est à 7. Tiens, on progresse. Quand on arrive vers les 10 cycles, c'est que globalement, on va pouvoir refaire des tests d'efforts maximaux parce que sans doute, elles ont progressé et elles peuvent partir sur d'autres possibilités. D'accord. Si je descends encore sur les formes possibles d'exercice, là, on arrive sur des séries d'éléments. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'intervalle training sur de la série d'éléments gymniques, ce qui va être intéressant sur votre période compétitive, par exemple, pour travailler la capacité à résister à la compétition et à la fatigue de la compétition, en mouvement ou entre les mouvements. Donc là, vous pouvez, par exemple, lester aussi vos gyms en utilisant des gilets lestés ou des ceintures lestées. Il y a des choses qui se font qui sont assez stables et fixes aujourd'hui. L'intérêt dans la série d'éléments, c'est de travailler en temps 1 pour 1. C'est-à-dire, si je fais ma série d'éléments de ma diagonale au sol et en aller-retour, par exemple, les 2 premières diagonales, je ne sais pas, ils vont mettre 10-15 secondes à le faire, et ben ça va être 10-15 secondes d'effort et 10-15 secondes de récup. Et ainsi de suite, je peux enchaîner comme ça pour travailler ma tolérance dans les filières énergétiques, mais vraiment sur des qualités spécifiques à la gym. Après, je peux le faire aussi, et ça c'est vraiment performant comme préparation, sur des parties de mouvement. Je sais que beaucoup d'entraîneurs travaillent comme ça des demi-parties ou des quarts de partie, mais sans forcément les aménager dans le temps et les enchaîner. Et donc là, l'idée, c'est de décomposer les mouvements de vos gyms en parties de 30 secondes. Et finalement, après, vous répartissez l'enchaînement de ces mouvements. C'est est-ce que je suis capable de tenir les 30 premières secondes de mon mouvement? Je fais un temps de récup, je réenchaîne les 30 secondes suivantes, temps de récup, et ainsi de suite. Comme ça, je peux découper mon mouvement. Je vous invite à essayer. Si vous faites un temps pour 30 secondes de mouvement, 10 secondes de récupération, c'est intéressant en période compétitive pour travailler la tolérance lactique sur cette période-là et donc développer leur capacité à tenir les mouvements compétitifs sans être fatigué. L'avant-dernière ligne, donc là, c'est plutôt des complets sur des éléments de base que vous allez pouvoir doubler. Donc, vous allez faire sur un seul agrès, vous allez par exemple faire 2 fois le mouvement finalement, parce que vous allez doubler les éléments. Là, l'idée de passer sur des éléments de base, c'est de s'affranchir de la difficulté pour peut-être éviter les blessures. C'est-à-dire que sur la partie précédente où je vous disais de découper les mouvements en partie 30 secondes, ça peut être intéressant si vous êtes au sol de faire les réceptions en fausse par exemple. Comme ça aménage un petit peu les choses de manière à pouvoir engager quand même le mouvement et l'énergie nécessaire, mais sans risquer la blessure. Voilà, il faut sans doute trouver des aménagements. Repasser sur de l'élément de base, doubler, je les double pour créer de la fatigue mentale et musculaire quand même, mais tout en restant sur quelque chose de plus stable et moins dangereux, moins traumatique peut-être, parce que je reste sur des éléments de base. Quand je dis base, ça doit correspondre à des éléments que vos gymnastes maîtrisent. Voilà, sans difficulté. Là, vous pouvez travailler sur des temps un peu plus longs avec 30-30 et aller chercher des capacités aérobies cette fois-ci.
Donc là, vous allez travailler la qualité de vos gyms à tenir la longueur de la compétition, c'est-à-dire être capable de faire tous les agrès ou tous les mouvements enchaînés sans être fatigué au fur et à mesure du déroulé de la compétition. Ensuite, une autre forme que je vous propose et que vous pouvez essayer également, c'est de faire des mouvements à rebours. On sait en gymnastique que c'est, notamment sur la gamme GAF, c'est souvent la dernière diff, la sortie, où on peut prendre le plus de fautes. Parce qu'il y a la réception. La réception, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des déplacements, des déviations corporelles et tout ça. C'est là qu'on prend le plus de fautes. Et c'est là qu'on est le plus fatigué parce que c'est la fin du mouvement. Donc l'idée, c'est de travailler la tolérance lactique dans le mouvement pour arriver à cette dernière difficulté sans être fatigué. Si je prends d'autres disciplines comme la GAC ou la GR, la fin du mouvement, c'est pareil, il faut être capable de la produire avec de la qualité et en faisant face à la fatigue de tout le mouvement précédent. Donc pour travailler ça et travailler ces filières énergétiques, vous pouvez travailler en faisant, je monte, si je prends l'exemple pour les agrès, je monte sur l'agrès, je fais juste ma sortie. Je descends, ma sortie, ça a pris 3 secondes, j'ai 3 secondes de récup, je repars et je fais un élément, l'avant-dernier élément, plus la sortie. Ça me donne un temps, c'est mon temps de récup, je remonte sur l'agrès, je fais 2 éléments plus la sortie, 3 éléments plus la sortie, et ainsi de suite, en faisant le temps de récupération correspondant au temps de passage sur l'agrès. Et là, je vais développer à la fois la capacité à résister à la fatigue et à la pré-fatigue avant la sortie de mon mouvement, et en même temps la qualité, la tolérance lactique pour tenir un mouvement de compétition. Voilà différentes formes possibles que je vous propose ce matin. Ludivine avait une question par rapport au complet de base sur les doublés. Tu fais 2 fois le complet de base ou tu peux ajouter de l'accro sur le deuxième ou sur le premier? L'idée, c'est de répéter 2 fois l'élément de base. Donc, si je prends le sol, par exemple, je vais faire, si dans mon mouvement, je vais faire rondade flip vrille ou vrille et demi, je vais simplifier, je vais passer sur la rondade flip tendue, par exemple. Pour ça, pour mon gym, c'est son élément de base. C'est la base qui soutient le travail de vrille, mais c'est plus simple et plus maîtrisé pour mon gym, donc moins de risque à la réception et à la réalisation. Donc, je vais doubler cette rondade flip tendue. Rondade flip tendue, rondade flip tendue. D'accord ? Je double l'élément dans la réalisation. Ludivine, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, pas de souci. C'était plus sur le tout début quand tu disais tu fais tes 2 premières diagos, tu te reposes 10 secondes et tu refais les 2 premières diagos. Alors, attends, c'était sur Le tout début de ta conversation. sur la série, en série d'éléments ou en partie de mouvement? En série d'éléments. Hein, en série d'éléments, là, l'idée, c'est tu fais par exemple ta diagonale au sol, tu l'as fait, ça a pris, je sais pas, ça prend 5 secondes, elle récupère 5 secondes et elle repart pour sa diagonale. Mais avec par exemple, je prends l'exemple d'un double arrière qui demande quand même beaucoup d'énergie. Ouais. En 5 secondes de repos, si elle refait un double, j'ai peur qu'elle arrive sur la tronche. Alors, je trouve ça dangereux. Donc, c'était savoir. C'est pour ça, l'idée là, c'est que il faut réussir à aménager l'environnement. Il faut réussir à l'aménager. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il faut aller en fosse? Est-ce qu'il faut que toi, tu sois à côté en parade, si besoin, pour accompagner la réalisation? Pourquoi pas? Ok. D'accord? C'est une possibilité. Alors, c'est pour ça que je vous disais, si ça vous paraît compliqué, parce qu'après, effectivement, ça dépend du niveau technique et l'engagement dans la réalisation technique. Nous, la gymnastique, c'est des disciplines à risque. Hein. C'est pas comme pousser un ballon au foot. Bon, on peut se faire mal aussi, mais globalement, on engage moins de risque que de s'envoyer la tête en bas, les pieds en l'air, quoi. Donc évidemment, c'est pas le même niveau de risque. Donc nous, il faut qu'on maîtrise ça, et c'est pour ça que soit en fonction de ce qu'elles font, vous êtes capable d'aménager l'environnement
soit avec vous parce que vous allez parer, soit parce que vous allez faire la fosse, les tapis, les machins, donc aménager un peu pour que ce soit en sécurité dans l'évolution. Soit ça vous paraît compliqué, dans quel cas vous pouvez trouver d'autres formes, comme je vous ai proposé, en aménageant par exemple la répétition des éléments de base. Voilà. Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que sur l'engagement mental et physique que vous allez donner dans la diff, c'est pas pareil de répéter 2 fois une roue à flip tendue que de faire vraiment la diff qui est prévue dans le mouvement. C'est pas pareil. Ok, Alexis ou Nico, vous voulez rajouter quelque chose? Ah, il y a Amandine qui demande, du coup, on le répète combien de fois? Bah, le but, c'est alors quand vous êtes sur quand vous êtes sur quelque chose de général, les premières solutions que je vous ai proposées, l'idée c'est d'aller, quand vous avez fait un test max, si je prends la quadrupédie, vous faites les allers-retours en quadrupédie, tout ça, en fonction des distances que vous avez prévues et les tests que vous avez faits. Le but, c'est d'aller jusqu'à épuisement et à décrochement de l'effort. C'est-à-dire que vous répétez le nombre de cycles et puis il y a un moment où elles vont exploser. C'est-à-dire qu'elles sont censées faire un aller-retour, donc 24 mètres en quadrupédie, pendant la 30 secondes d'effort. Et là, vous allez voir qu'elles vont faire une longueur et sur le retour, elles vont pas finir le retour, elles vont s'arrêter à la moitié, elles sont en retard, elles sont cramées, elles peuvent plus. Bah là, vous mettez, c'est la fin du cycle, stop. Et sur votre tableau de performance dans le développement de ces filières, de l'intervalle training, vous allez dire, tu t'es arrêté à 5 cycles et demi, par exemple. Ton objectif à la prochaine séance, c'est de finir le 6e cycle. Comme ça donne un objectif à votre gym et un objectif pour vous. Maintenant, ça, c'est le cas pour quelque chose de général. Si je passe sur quelque chose de technique, voilà, c'est la question que tu poses tout de suite. Si je passe sur quelque chose de technique, vous pouvez définir un critère d'exécution, par exemple, un critère qualitatif. C'est tu as répété la diff, mais attention, tu dois être capable de la faire à chaque fois avec moins de 3 dixièmes de faute. Si on passe à 5 dixièmes ou plus de fautes, hop, on fait le break. Tu n'es pas capable de tenir qualitativement la difficulté dans le temps. D'accord ? Donc pareil sur les mouvements, c'est-à-dire que vous pouvez dire, si vous faites de l'intervalle training en découpant vos mouvements par séquence de 30 secondes, par exemple, vous pouvez très bien le découper par séquence de 20 secondes. Hein. 30 secondes, c'est un exemple. Après, vous faites le découpage que vous souhaitez. Vous pouvez avoir une exigence de qualité et la dégradation de cette qualité sur la note d'exécution, ce qu'on a en gym, et ben ça va vous donner votre critère de tu peux continuer ou tu t'arrêtes. Ouais. Merci. Nicolas, Alexis, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, personnellement, voilà, Geoffroy a pris, entre guillemets, les mots que j'aurais pu rajouter. On sent en effet aussi derrière l'aspect de terrain on a pu échanger sur pas mal de choses là-dessus. Ça a été, pour moi, en tout cas, très complet, ce qu'il a pu dire. J'aurais pas forcément mieux, mais en effet, aujourd'hui, pour pouvoir mettre des choses en place, comme il vient de le dire, et pour l'avoir fait aussi, ça fonctionne très, très bien. Je pourrais peut-être rajouter rapidement différents exemples aussi en parlant de parties, première partie avec récup, sans récup. On peut rajouter peut-être aussi de la récupération ischémique, on y reviendra peut-être plus tard. Mais il y a aussi la notion, et je voudrais souligner ça, la notion d'engagement qu'il a parlé rapidement. Ce qui peut être intéressant aussi pour les gyms, comme tu disais tout à l'heure aussi, j'entendais Lulu, ouais, mais moi j'ai peur que ma gym le fasse pas ou qu'elle se blesse, etc. Il y a un moment aussi pour savoir, et avant de s'y transmettre peut-être sa peur, c'est qu'elle le fasse pour savoir. Et après, en effet, avec des situations aménagées, on peut, avec en fausse, une parade, il n'y a pas forcément de grands risques. Mais il y a la notion d'engagement qui peut être bien aussi, et ça peut se faire aussi avec l'intervalle training. Ça peut être aussi réaliser un tour des 6 ou des 4 agrès sans récupération. Il y a un moment aussi, le gym, alors il y a un petit échauffement au préalable avant la séance, mais d'engager directement aussi les mouvements complets, par exemple, alors complets ou de base, ça dépend aussi où on est dans la période, mais ça permet aussi à dire au gym, attention là, je dois être hyper vigilant, hyper concentré pour réaliser vraiment, pour m'engager à fond, pour pouvoir vraiment réaliser ce qu'on me demande. Et ça, indirectement aussi, ça va jouer aussi sur
L'engagement, ça va jouer aussi sur d'être dans le 100% aussi comment dire, de l'effort. Il n'aura pas le choix, entre guillemets, d'être à fond et d'être concentré. Et ça, c'est aussi intéressant d'un point de vue mental. On parle souvent aussi d'un point de vue physiologique et physique, etc. Mais il y a aussi cet aspect-là, avec l'intervalle training, peut aussi jouer sur l'aspect mental. Et ça, c'est intéressant et rassurant aussi pour le gym, parce qu'il y a un moment, si on fait une séance, par exemple, on dit, bah voilà, aujourd'hui, on va démarrer comme ça, on fait l'échauffement rapidos, tu fais tes petites gammes rapides, et après, on va faire un tour des 4 ou des 6 sans récupérer entre les agrès, et on y va, quoi. Bah, à un moment, le gym, il va se dire, oula, ça rigole pas, il va s'engager, et d'un point de vue mental, ça peut être super enrichissant, parce que derrière, on pourra lui dire, et rassurant aussi à la compète. Parce que des fois, la compète, par exemple, on est le dernier à passer sur un agrès et hop, on va enchaîner directement l'agrès suivant parce qu'on passe le premier. Ça arrive, c'est des choses de terrain. Et bien ça, de l'avoir préparé aussi en amont, en salle, ça peut être rassurant. Et on pourra dire, par exemple, au gym, attends, tu viens de t'enquiller les 4 mouvements complets ou les 6. Franchement, tu es capable, quoi. Aujourd'hui, c'est pas en compète que tu vas planter parce que tu enchaînes ton mouvement, etc. Donc, d'un point de vue mental aussi, je voulais ramener cette petite partie-là qui peut être intéressant dans l'engagement, en fait. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse personnelle, mais en tant que gym, quand j'ai pratiqué un petit peu avant, j'avais des entraînements comme ça où la modalité de mon entraînement, aujourd'hui, je vais m'entraîner une demi-heure. C'est-à-dire, je venais à la salle pour une demi-heure d'entraînement. J'avais un quart d'heure d'échauffement, un quart d'heure pour faire le tour des 6 agrès. Et donc, du coup, comme ça, effectivement, ça m'amenait et ça m'obligeait à m'engager dans les mouvements très rapidement, très fort. Et effectivement, ça travaille et dans la tête et dans les filières énergétiques pour être capable de tenir ça. Et effectivement, quand on arrive à tenir ces cadences d'entraînement, bah après, produire le mouvement en compétition, c'est plus un problème, quoi. Enfin, c'est plus un problème logiquement du point de vue de l'engagement, comme Nicolas l'a évoqué, ou du point de vue énergétique. Après, il y a d'autres contraintes, hein, gestion du stress, de l'enjeu, tout ça, bon, c'est d'autres paramètres, mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est assez performant, mais ça nécessite effectivement deux choses. C'est à la fois d'être sûr que les gyms sont capables de produire ces intensités d'entraînement. Vous ne pouvez pas commencer par ça, c'est pas possible, hein. Ça vient avec un peu de temps et d'expérience. Il faut se méfier de ça. Et puis, ça veut dire aussi que vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes capable de dire aujourd'hui, tu vas t'entraîner une demi-heure. Tu ne viens pas à la salle pour rester 3 plombes sur les tapis, c'est tu viens et tu as une demi-heure. Voilà. Il faut être capable de faire ça aussi. Alexis, tu veux rajouter quelque chose? Et, en effet, alors je ne vais pas rajouter de complément par rapport à ce qui a été dit, aspect purement gymnastique, hein, parce qu'on a 2 techniciens qui sont là et peut-être que voilà, vous le savez ou pas, mais je ne suis pas issu de la gymnastique de base. En revanche, j'ai des expériences dans d'autres activités, notamment les sports collectifs. Donc, j'ai une vision qui est quelque peu différente, mais en même temps, voilà, qui rejoint quand même évidemment certaines idées. Et donc, pour rejoindre et rebondir un petit peu sur l'aspect combien de fois je peux le répéter et cet engagement et physique et mental justement du gym. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que au travers de cette méthode, au travers de l'intervalle training, il y a un objectif aussi, c'est de pouvoir, entre guillemets, augmenter le temps passé à haute intensité. Autrement dit, et éventuellement, je vais vous montrer, alors je peux peut-être repartager encore un contenu qui va vous aider à comprendre ce que je raconte. Hop, vous allez mieux comprendre. Donc, globalement, voilà, c'est vraiment de comprendre que cette méthode de l'intervalle training, et vous allez le voir, elle permet réellement de passer un temps conséquent à haute intensité. C'est ce que l'on va rechercher, d'accord? Et ça va être donc une recherche minimale à avoir lorsque l'on va préconiser, utiliser ce type de travail. Donc là, comme vous pouvez le voir, alors je vous mets sur la diapositive juste avant, je vous montre en fait l'exemple d'une étude qui a été menée sur des gymnastes justement, où l'objectif, c'était d'examiner les réponses de la fréquence cardiaque au cours d'une séance d'entraînement en circuit de haute intensité, en utilisant des exercices spécifiques au sport chez des filles gymnastes.
Donc, elle a été menée sur 17 gymnastes de 9 à 11 ans, hein, des compétitrices. L'objectif, par rapport au protocole, c'était de déterminer leur fréquence cardiaque maximale par un test de course en navette. Ensuite, il a été mis en place un circuit de 5 exercices. C'était en 7-7, donc 7 secondes d'effort, 7 secondes de récupération. Et l'objectif était par série de faire 5 tours. Il fallait faire à l'issue de la séance donc 2 séries et il y avait 3 minutes de récupération entre chaque série. Et sur cette diapositive que je vous présente, donc là vous avez les résultats et notamment donc la fréquence cardiaque qui a été relevée chez les gyms. Alors comme vous pouvez le voir, on a passé durant ce temps d'effort qui est plutôt court puisque globalement il y a eu un temps d'effort cumulé de 10 minutes 30 sur la séance. Globalement, on a passé 9,2 minutes au-dessus d'une fréquence cardiaque à 80% de la FC max et 5,4 minutes à une fréquence cardiaque au-dessus de 90% de la FC max. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en utilisant cette méthode de l'intervalle training, ça permet en plus d'un engagement important, comme le disaient Nicolas et Geoffroy, en termes psychiques, en termes mentaux, c'est un engagement aussi physiologique. Et pour faire donc référence et rebondir sur la question combien de temps, combien de fois on doit le faire, on peut aller chercher donc l'état de fatigue, d'accord, qui amène à ne plus pouvoir poursuivre l'effort tel qu'il a été défini, ou autrement à avoir un temps minimum qui permette justement d'atteindre un certain niveau de fréquence cardiaque maximale et surtout de le répéter dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer, c'est de se dire que je peux mettre en place ce travail, alors soit jusque la fatigue, et là je sais qu'on est dans des intensités élevées, ou alors sur un temps minimal, alors comme on peut le voir, il va y avoir évidemment une adaptation physiologique par rapport à la montée de cette fréquence cardiaque, et il vous faudra prévoir des blocs qui vont aller au minimum, donc comme le disait tout à l'heure Geoffroy, 6 à 12 répétitions, donc des blocs au minimum de entre 4 et 6 minutes et qu'on va pouvoir répéter dans le temps pour pouvoir passer un temps important à une fréquence cardiaque et une intensité importante, ce qui va permettre derrière donc des adaptations physiologiques et un développement notamment de la filière aérobie et anaérobie en capacité et puissance que l'on peut rechercher donc au travers de ce type d'exercice. Et pour vous donner éventuellement un exemple un petit peu différent de ce que l'on peut voir en gymnastique, sans trop m'étaler, puisque voilà, vous êtes tous entraîneurs de gym, mais ce qui peut vous intéresser aussi, c'est une vision, j'aimais bien personnellement intégrer dans les circuits que je pouvais mettre en place des exercices dits de renforcement musculaire et soit des exercices pendant le temps d'effort ou le temps de récupération dits de coordination de motricité. Parmi les différentes formes que nous a présentées Geoffroy, qui étaient justement très intéressantes, il y a des choses qui peuvent être également réalisées, c'est-à-dire, comme je vous dis, exercice, admettons, de renforcement musculaire suivi d'un exercice de coordination fine qui va demander une certaine lucidité, une certaine concentration, une certaine prise d'information ou prise de décision qui peut être importante justement avec un état de fatigue qui a été accumulé au travers des différents exercices qui ont été menés précédemment. Je peux vous prendre l'exemple tout bête, si vous faites un exercice de renforcement musculaire du haut du corps, et ensuite, par exemple, sur des pompes ou des tractions, d'accord. Et ensuite, vous allez y mettre un exercice de lancer avec précision, par exemple, qui va demander donc une certaine motricité, un certain contrôle de soi, et donc un contrôle nerveux qui va pouvoir être intéressant par la suite à juger en état de fatigue. Donc ça peut être des choses aussi qui peuvent être mises en place dans ce type de circuit en alliant et un exercice d'effort musculaire et en même temps un exercice de coordination, un exercice nerveux de motricité ou de prise d'info. Il y a plein de choses qui sont possibles et imaginables, mais voilà, c'était quelque chose qu'on peut ajouter et qui se fait dans de nombreuses activités autres que la gym. Yes.
Je vais rajouter un petit point parce que j'ai vu que là, sur l'étude que tu as présentée, on était sur des temps très courts, sur du 7-7. Ouais. Ce qui est intéressant pour la gym, moi, je vous ai présenté des exemples sur du 30-30 ou du 37 quand on fait de la puissance anaérobie lactique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et ça, ça a été validé, pas forcément en gym, mais aussi dans plein d'autres sports, c'est que si on dépasse le 30-30, on a une perte de puissance très importante qui fait que pour nos disciplines où on a besoin de vitesse et justement de conserver de la puissance pour le débit d'énergie qu'on a évoqué au début de cette visio, ce sera plus intéressant. Voilà, on va perdre les effets bénéfiques qu'on souhaite développer dans l'intervalle training. Donc, il vaut mieux privilégier des organisations en 30-30 ou moins. Voilà. C'est pas forcément du 30-30, vous pouvez faire du 20-10. Le 20-10, c'est plutôt ce qui correspond au Tabata, par exemple, le format standardisé du Tabata. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça où il faut plutôt aller en dessous pour garder de l'intensité de l'effort et un travail de puissance important par rapport à la discipline. Alors, sur les médecins, je vois la remarque d'Éric Cordier. Je ne sais pas quel est l'avis des médecins précisément, mais en tout cas, nous, du point de vue des entraîneurs et des scientifiques, sur la démarche de développement de la puissance et de conservation de la vitesse dans l'exécution du geste, il faut mieux travailler sur de la haute intensité à 30-30 et moins. Il est clair, il est clair, et notamment, il a été démontré pour le travail de la puissance maximale. Alors là, en sortant un peu de l'intervalle training, c'est qu'il ne faut pas dépasser généralement 6 répétitions pour pouvoir conserver une vitesse importante, puisque si nous ne sommes pas en qualité de vitesse, on perd donc en puissance. Donc ça rejoint un peu cette idée. Et simplement pour faire le rappel par rapport à ce que je vous ai présenté comme étude, c'était sur du 7-7 et les 5 exercices, c'était des 5 exercices de gymnastique. Donc, concrètement, c'était des exercices liés à l'activité. C'est pourquoi c'était un temps assez court. Et vous avez pu voir qu'en mettant 5 exercices de gymnastique, on pouvait atteindre des fréquences cardiaques importantes. Moi, je rejoins exactement tout ce que vous avez dit. Et ce qui va être important, en fait, c'est tout type. Moi, j'aime bien fonctionner avec du HIIT. On en a parlé, en fait, au tout début. Et en effet, souvent, on confond, entre guillemets, aussi les circuits training et des circuits HIIT. On confond un peu tout ça. Et ce qui va être important aujourd'hui pour avoir vraiment et garder surtout, parce que le but. Excuse-moi, Nicolas, tu peux peut-être dire ce que c'est que le HIIT, parce que je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde. Alors je parle pas très bien anglais, c'est High Intensity Interval Training, HIIT, d'accord? Et ça, c'est une méthode d'entraînement en intervalle training. Et là, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle quand même d'aller chercher de la haute intensité. Donc ça, aujourd'hui, c'est une méthode, le HIIT, qui marche très, très bien. Mais à l'inverse, donc c'est ce que je disais, il ne faut pas forcément aussi partir sur des circuits training qui sont plus généraux et qui vont aussi permettre de mettre plein d'exercices. Souvent, on voit plein d'exercices, alors qui sont plus ou moins pertinents. Et ça va dépendre aussi de l'objectif de base. Mais ce qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher dans ce qu'on dit ce matin, pour aller chercher la haute intensité, il ne va pas falloir j'ai plus le mot, partir un peu dans plein d'exercices. Il va vraiment falloir se contextualiser et situer 3, 4, 5 exercices maximum, que ça soit sur des bras, sur du tronc, sur des jambes. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rester sur des choses, vraiment pas partir avec plein d'exercices. Il faut vraiment focaliser un type d'exercice. Alors après, à vous d'aller chercher aussi différentes possibilités de contraction avec les différents régimes musculaires, etc. Ça, on peut faire varier plein de choses, mais ce qui est important, c'est vraiment de rester sur la notion de moins d'exercices pour garder vraiment une haute intensité. Sinon, on se disperse, c'était le mot que je cherchais, on se disperse et on n'arrive pas forcément en fait aux objectifs qu'on souhaite tout simplement faire acquérir à nos sportifs. Je voulais souligner ça aussi, c'est 3-4 exercices, c'est très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions aussi par rapport aussi peut-être au HIIT? Amandine donc demande s'il faut travailler du coup sur la même chaîne musculaire, ou si on varie et on modifie les exercices. Alors, moi, si je peux me permettre rapidement, c'est une bonne question, en effet. Maintenant, tout va dépendre, encore une fois de plus, de l'objectif recherché dès le départ.
On peut faire du général, on peut faire du spécifique, on peut faire par groupement musculaire, tout dépend de ce que tu veux à la base. Par exemple, moi, j'irais plus en période de reprise, j'irais plus sur du général, on va dire, travailler un peu de tout, de la diversité d'exercices. Et après, au fur et à mesure, par rapport aussi aux faiblesses et aux tests aussi que tu vas pouvoir faire avec tes gymnastes, bah, tu vas peut-être travailler des choses sur des faiblesses. Donc, si c'est faible en bras, bah, forcément, tu vas accentuer un travail. Donc, tout à côté, peut-être de force, il manque de la force, mais aussi, tout comme on vient de le voir, un travail de haute intensité qui va te permettre de gagner encore plus physiologiquement. Et tu vas pouvoir, entre guillemets, garder le focus sur un groupe musculaire particulier. Après, je ne dis pas faut faire ci, il faut faire ça, mais je pense qu'il faut pouvoir trouver le bon équilibre entre, d'un point de vue périodique, sur le début, de faire plutôt du général et après, au fur et à mesure, de l'orienter pour aller chercher vers du spécifique, rechercher dans la gestuelle, etc. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis. Ce que je vous ai proposé au début, par exemple, c'est des choses qui sont très générales et on va répéter sur les mêmes composantes. Dans tous les cas, plus vous diversifiez le panel d'exercices et les chaînes musculaires travaillées, plus vous allez avoir de la perte en ligne sur le développement des qualités physiologiques des muscles que vous cherchez à travailler. C'est-à-dire que plus vous allez diversifier l'engagement du corps, plus vous allez travailler une composante générale sur les qualités cardiovasculaires et pulmonaires. Voilà. Plus vous allez rester sur des chaînes musculaires fixes, plus vous allez travailler ce développement des qualités pulmonaires et cardiovasculaires en lien avec l'action physiologique de ces chaînes musculaires. Ce qui nous intéresse, nous en particulier, quoi, sur la gym. Même si l'engagement global, maintenant, c'est quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez développer sur une globalité du corps humain? Donc, il faut des gestes plus généraux, voilà, comme la quadrupédie tout à l'heure. C'est quelque chose qui est assez général dans l'engagement corporel, par exemple. Maintenant, quand on avait évoqué les pompes tout à l'heure, bon, voilà, tout de suite, on rentre sur des chaînes musculaires très spécifiques. Voilà, ça dépend de ce qu'on souhaite travailler. Est-ce qu'on veut développer localement les qualités énergétiques ou est-ce qu'on veut travailler globalement la qualité énergétique? Et après, est-ce qu'on veut la travailler spécifiquement? Et là, c'est intéressant, du coup, peut-être de passer sur les formes que je vous ai proposées tout à l'heure avec le découpage des mouvements de compétition, par exemple. Et là, vous allez travailler sur de la composante hyper spécifique en lien avec l'entraînement de la production de l'énergie qui correspond à la compétition. Et puis, je vois la question de Noémie sur les exercices qu'on répète, combien de tours. Logiquement, si tu dépasses on a parlé de fourchettes de 6 à 12 tours à peu près dans les cycles. Si tu dépasses ça, c'est que l'intensité de l'effort, elle est insuffisante. Donc, ça veut dire que tes exercices, quand je vous disais tout à l'heure de faire des tests d'efforts maximaux sur 30 secondes, ça vous permet logiquement de travailler à la bonne intensité après. Et si vous voyez que le nombre de cycles, vous dépassez quand vous travaillez sur des filières aérobie, en général, vous allez arriver autour de 8 à 10 cycles, ce qui correspond à 8-10 minutes de travail. Et là, on va taper vraiment dans la filière aérobie. S'il craque avant, c'est que l'intensité est trop élevée. S'il craque après, c'est que l'intensité est trop faible. Donc, il faut réajuster vos efforts. Si vous êtes sur de l'anaérobie lactique, vous allez plutôt arriver sur 6-8 répétitions de cycle. Si vous êtes en dessous de 6, c'est que l'intensité est très élevée, mais à la rigueur, j'ai une marge de progression. Donc, il faut peut-être la garder et puis demander au gym de progresser dans les séances qui viennent, de s'engager plus fort, capacité de développer la tolérance. Et si vous êtes par contre au-delà des 8 cycles, alors que vous voulez travailler de l'anaérobie lactique, c'est que sans doute là, l'intensité est trop faible. Voilà. Donc ça, c'est des indicateurs pour vous, pour savoir si vous travaillez correctement et si vous allez bien atteindre l'objectif souhaité. Alors, individualiser, là, je vois la notion d'individualisation, c'est une évidence. Si vous voulez travailler en préparation physique, vous n'avez d'autre choix que d'individualiser ce que vous proposez. L'intérêt de l'intervalle training, c'est que vous allez pouvoir individualiser très rapidement. Vous faites le test max pour tout le monde, ils donnent leur score, et puis après, dans un tableau Excel, vous faites les pourcentages,
Et puis, chaque gym a son pourcentage, son nombre de répètes dans l'exercice. Et puis, le temps est le même pour tout le monde. Si vous faites du 30-20, bah, c'est 30-20 pour tout le monde. Donc, tout le monde travaille de la même manière sur le même circuit, mais chacun a ses intensités de travail pour individualiser la progression. Donc, Arthur avait une question. Vas-y, Arthur. Du coup, là, par exemple, dans la situation actuelle, si je veux essayer de partir sur ça, sur quoi tu partirais? Là, en sachant que du coup, pour l'instant, on est en stand-by, on fait à domicile avec les moyens du bord, et en sachant qu'on n'a pas de date d'événement, on n'a pas de date de reprise, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que comme on est justement dans le flou, est-ce que je considère qu'on va avoir des compètes mi-février parce que par miracle, on va nous permettre de reprendre en décembre, on va pouvoir aller vite et compagnie? Ou est-ce que je me projette en me disant non, non, cette année, elle est foutue, je me prépare pour septembre de l'année prochaine? Là, à l'heure actuelle, tu te préparerais dans quel scénario? Tu partirais sur quoi là? Si par exemple je change demain, je dis aux filles, bon, bah, on change la muscu sur cette semaine, on part en circuit training, on va faire ça. Alors, pour première info, la volonté de la fédération, c'est de maintenir le plus possible le parcours compétitif de la saison. Maintenant, les orientations, elles doivent être fournies pour la mi-décembre. Voilà, pour le 15 décembre, il y a une réunion le 17 qui est programmée pour donner les infos. Donc voilà, on n'aura pas plus d'éclaircissements sur la saison compétitive avant ça. Néanmoins, la programmation prévue, c'est que la reprise de la saison serait en février. Donc on peut essayer de s'organiser avec ces intentions-là. Maintenant, je ne suis pas devin, ça se trouve en janvier, on sera reconfiné, j'en sais rien, mais dans le principe, c'est la perspective qu'on a, c'est de reprendre en février la saison. Maintenant, sur les modalités d'intervalle training, effectivement, les gyms, s'ils sont à la maison, bah là, vous pouvez peut-être plutôt envisager un travail global avec des exercices généraux pour essayer de conserver les qualités. Voilà. Après, ce qui peut être sympa, c'est, enfin, moi j'ai déjà fait avec des filles aussi, c'est de faire la visio, ce que beaucoup de monde fait, et puis de faire les exercices avec elles. Peut-être vous allez craquer avant elles et puis elles seront plus fortes, j'en sais rien, mais c'est pas grave, ça peut être le moment de rigoler avec elles aussi. Et puis comme ça, de se lancer les défis sur t'es capable de tenir combien de cycles, sur différents exercices qui sont peut-être globaux, voilà, comme des burpees, des choses comme ça, qui engagent la globalité du corps dans des mouvements coordonnés complets et qu'on peut enchaîner comme ça avec de l'intervalle training pour garder les qualités pour le moment. Moi, si je peux me permettre rapidement, en effet, donc je rejoins encore une fois de plus Geoffroy. C'est en effet, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est confiné à la maison qu'on ne peut pas faire en fait de la haute intensité. Souvent, on parle de circuit training, etc. Comme on a, c'est pas parce que c'est un circuit. Souvent, on a tendance à voir notre salle où on va mettre plein donc d'exercices, etc. Mais aujourd'hui, ça, on peut le faire de chez soi. Un circuit ne veut pas dire qu'on doit enchaîner. On peut faire une séance de HIIT dans 4 mètres carrés chez soi. C'est pas du tout un problème. L'idée, de toute façon, ça peut être sur des exercices globaux, comme dit Geoffroy, simples, mais vraiment, ce qui va faire la différence, c'est l'intensité, l'engagement qu'on va y mettre. Par exemple, il existe d'ailleurs même encore en plus des petites applications qui donnent sur du 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup avec un ratio 1,5. Enfin bref, il y a plein de choses qui se font. Maintenant, ça va être tout simplement à dire, sur 4 mètres carrés, aujourd'hui, je prends des exercices globaux, faciles, simples à mettre en place, et on peut faire concrètement du HIIT, du HIIT. Et vous verrez qu'à la reprise, si les filles jouent le jeu, les filles ou les gars jouent le jeu, ça va se voir. Vous allez vous en apercevoir que celles qui l'ont fait, celles qui l'ont plus ou moins fait, ou celles qui ne l'ont pas fait du tout. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se restreindre à dire je suis chez moi, je ne peux pas faire de HIIT. D'accord? Ça, c'est important aussi de prendre cette notion-là, quoi. Pardon, et je rajouterai rapidement, et en effet, ce qui est important, ça va être de jouer, entre guillemets, sur, donc je le disais tout à l'heure, le nombre d'exercices, l'intensité des exercices, ça c'est différents paramètres à prendre en compte. Ça peut être le nombre de séries et le nombre de tours de circuit. Alors quand j'entends circuit, c'est pas forcément un réel sur place. Prendre en compte le nombre de répétitions ou la durée de l'exercice et la durée de récupération entre les exercices et les séries. Et encore une fois de plus, je rajouterai aussi la différence de mode de récupération. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'en connais 3.
je connais l'active, la passive et la ischémique. Alors rapidement pour le mettre, la ischémique, c'est quoi? C'est ce qui va permettre, en fait, on va bloquer, entre guillemets, je fais simple, hein, on va bloquer la circulation, en fait, au niveau des membres, des groupes musculaires. Alors, quand je dis on va bloquer la circulation, on va pas se faire un garrot, bien évidemment, mais on va garder, par exemple, si je prends l'exemple de faire tout simplement des squats, l'exercice de squat, je vais faire mes 10, 15, 20 squats selon le timing et selon ce que je recherche. Et après, l'idée, au lieu de rester à rien faire debout, ou alors à rester à rien faire debout, ça c'est passive. On pourrait faire de la active tout en gardant des petites flexions à la rigueur, toujours garder un peu de flexion, etc. Mais moi, l'ischémique, ça va être de bloquer en fait le retour veineux, l'espèce de récupération au niveau sanguin. Donc le but, on va se mettre par exemple accroupi, on va se mettre vraiment en position de boule et on va bloquer, on va du moins essayer de bloquer au maximum le retour sanguin, la circulation sanguine, pour garder, entre guillemets, comme on disait, tout ce qui va être les déchets métaboliques, etc., au niveau du groupe musculaire. Et vous allez voir, vous pourrez tester vous-même, entraîneur, si vous ne l'avez jamais fait, de réenchaîner derrière, bien évidemment, les squats, peut-être après avec un nombre de cycles max. Vous allez voir que c'est sympathique. C'est très sympathique. Et ça va permettre aussi de déplacer le seuil de tolérance, entre guillemets, dans l'entraînement. Et ça, c'est une récupération qui est super intéressante et qu'on peut le faire aussi facilement. Là, je l'ai pris au niveau des jambes, mais ça peut être aussi au niveau des bras. Tout simplement, une fois qu'on a fait des pompes, ça va être de garder les bras comme ça, par exemple. Ou alors d'avoir 2 petites balles en mousse et de toujours continuer, entre guillemets, à les serrer fort. Comme ça, on bloque d'un point de vue au niveau de la vascularisation, la contraction va un peu empêcher aussi le retour, ce retour de circulation. Et donc, c'est toujours garder une contraction, pas forcément à fond, mais avec une intensité assez intéressante pour vraiment garder cet aspect, inhiber, entre guillemets, un petit peu cet aspect de circulation, de récupération. Oui, il y a Amandine qui lève la main. Oui, moi j'ai une question et du coup, dans ces moments-là, à quel moment on va choisir de faire une récupération active, passive ou ischémique? C'est quoi je vais te renvoyer à l'objectif que tu veux rechercher, en fait. Ouais. Ah si, ça renvoie à ce qu'on a présenté tout à l'heure dans les tableaux avec le travail de la capacité ou de la puissance. Exactement. Si je suis en aérobie ou en anaérobie, si je veux travailler les filières aérobie, il faut que je travaille l'oxygénation musculaire et je vais essayer de tamponner au maximum l'acidose musculaire. Et donc pour ça, je vais faire une récupération active. Parce que la récupération active va me permettre justement de drainer les déchets musculaires qui font monter l'acidité du muscle pendant la phase de récupération. C'est pour ça que finalement, peut-être c'est contre-intuitif, mais si vous voulez récupérer plus rapidement, il vaut mieux bouger que ne rien faire. On récupère plus vite en bougeant qu'en restant à rien faire. Exactement. Ça, c'est de la récupération active, plutôt associée au travail des filières aérobie. Voilà. L'oxygénation. Maintenant, quand je vais faire de la passive, ça veut dire je fais rien. Voilà, je reste debout, je m'allonge par terre ou je fais rien. Là, je fais de la récupération passive, plutôt associée à le travail des filières anaérobie lactique. Parce que là, justement, pendant la phase de récupération, je ne stimule pas la physiologie oxydative avec l'oxygène et tout ça du muscle, donc je garde les déchets dans le muscle. Donc ça veut dire que quand j'attaque le cycle de travail suivant, je l'attaque avec de la pré-fatigue musculaire. Et du coup, je vais travailler ma tolérance à l'acidose musculaire. Je travaille l'anaérobie lactique. Maintenant, sur la récupération ischémique que Nicolas a décrite, en fait, le fait de se mettre en ischémie, c'est-à-dire avec des contractions isométriques et si possible un étouffement musculaire, c'est pour ça que la position accroupie avec les bras pliés devant soi et sur les genoux, c'est la position ischémique totale et la plus difficile. Enfin, elle est facile à réaliser, mais elle est très difficile à enchaîner après avec les exercices. En fait, là, vous bloquez totalement la circulation sanguine et oxygénative du muscle. Et donc là, ça rend finalement le travail musculaire physiologique dans la série qui suit encore plus dur. Donc, sur les filières anaérobie lactique, la récupération ischémique, elle est intéressante pour amplifier l'intensité de l'effort qui suit. Voilà. Mais c'est très difficile à tenir, quoi. Quand vous allez avoir des ados qui vont faire ça, ça va brûler dans les muscles, c'est difficile à tenir. Voilà. Ils vont pas c'est aimer. Une séance difficile. Ils vont pas du tout aimer, hein, ça c'est clair. Mais c'est un travail qui est très intéressant pour la suite en termes
d'inertie par la suite, c'est super intéressant. J'ai vu qu'il y a une question d'Eric sur l'hypertrophie par le type de récup. Alors, normalement, on n'est pas trop sur des phénomènes d'hypertrophie parce que les intensités de travail qu'on va mettre en place dans les phases de récupération, elles sont en dessous du seuil de travail de l'hypertrophie. Ouais. Il faut être au moins à 60% minimum de l'effort max, voire plus, pour commencer à aller développer de l'hypertrophie. Ou alors, il faut avoir un nombre de répétitions très, très conséquent. Et ce qui ne sera pas le cas sur 30 secondes avec des récupérations à 40% ou à 30% de l'effort. Donc, il n'y a pas de réel développement d'hypertrophie sur ce type de récupération. Et là, je vais rejoindre aussi rapidement pour, il est quelle heure, peut-être un peu commencer à conclure. Sachez que là, on parle d'intervalle training, mais ce qui va être bénéfique aussi, il ne faut vraiment pas oublier le travail d'endurance fondamentale à côté. Là, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire que du HIIT, etc., etc. Il faut vraiment un travail, trouver une alternative entre le travail d'endurance fondamentale et le travail à haute intensité. Comme on l'a dit au début, vous savez que les filières fonctionnent ensemble avec des prépondérances selon l'intensité et le temps de l'effort. Donc, il faut vraiment ne pas oublier à côté de faire un travail plus basique sur l'endurance fondamentale. D'accord? L'endurance fondamentale, on en a besoin aussi pour créer de l'endurance spécifique par la suite. D'accord? Et je rejoins aussi, l'endurance fondamentale va permettre aussi de mieux récupérer. On parlait tout à l'heure de récupération oxygénative, etc. Plus on va avoir une endurance fondamentale élevée, c'est-à-dire une VO2 max, aussi la récupération du sportif. Donc ça, c'est important de la développer aussi à côté. Et je rajouterai une dernière chose, on parlait d'acidose aussi, ça c'est un point de vue plus tactique aussi, ce qui peut être intéressant. Ça là, on parle de musculation, de renforcement, de physiologie, etc. Il y a aussi l'importance aussi de ce qu'on va rajouter pendant l'effort. Là, on parlait tout à l'heure d'effet tampon avec des ions hydrogénocarbonates, c'est les ions HCO3-. Ce qui va être important aussi, ça va être la réhydratation aussi. Et il y a une boisson aujourd'hui, plus une boisson d'eau qui va être en fait riche en ions hydrogénocarbonates, c'est les HCO3-. Ça va permettre aussi d'activer l'effet tampon, de réduire l'acidose dans le sang aussi plus rapidement. Ça, on les trouve dans toutes les eaux gazeuses en général. Celle qu'on contient le plus, je crois que c'est la ceinture qui en contient beaucoup. Et alors après, il faut aimer ça aussi. Hein. Bon, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. un goût particulier. Éventuellement, on pourra faire une autre thématique sur la nutrition sportive et sur tout ça. Mais en tout cas, pour aider à tamponner le lactate pendant les compétitions, vous pouvez utiliser ce genre de boisson avec le bicarbonate. Parenthèse. Mais en effet, et pour rebondir et vous présenter un peu au final que la préparation physique, c'est aussi quelque chose de très complexe. C'est qu'au final, dans votre planification, il va falloir prendre tout en compte. Autrement dit, là, on parlait de la nature de la récupération, par exemple. En effet, il va falloir définir dans votre planification à quel moment il va être plus intéressant d'utiliser tel type de récupération, donc plutôt active ou passive, en fonction de ce que vous recherchez comme objectif, et le lier en même temps à un système d'intervalle training couplé ou pas à justement un travail d'endurance fondamentale et lier en même temps la nutrition avec la récupération et les boissons. Donc concrètement, voilà, c'est quelque chose qui est complexe, qu'il faut arriver ensuite à tout mettre ensemble, tout mettre en œuvre pour pouvoir essayer de fournir quelque chose qui soit le plus pertinent possible et pour optimiser du coup la performance. Moi, par exemple, aussi, si ça peut vous intéresser aussi, on parlait un peu de chronologie de développement. Je peux vous partager aussi rapidement un tableau. Donc, j'ai un document aussi sous les yeux. D'ailleurs, je pourrais aussi avoir avec Sacha ou Geoffroy aussi de pouvoir le diffuser. Ça parle donc de filière, ça parle de HIIT. Moi, il n'y a pas de souci, on pourra le diffuser si c'est possible. Alors, partager l'écran. Comment on fait ça là? Les documents, on vous les partagera aux participants. Ils seront mis avec la vidéo aussi. J'ai retrouvé tout ça. Je suis bloqué. Alors attendez, je vais rapidement. Alors prenez la Nicolas trouve son document par rapport aux problématiques. Vas-y, essaye.
Par rapport à la planification quand même de ces circuits, l'évolution dans le temps, de toute façon, le principe global que vous devez suivre, c'est en début de saison, je travaille les qualités générales et plus je vais arriver vers les compétitions, plus je vais spécialiser le travail. Je vous ai proposé différentes formes possibles tout à l'heure. Vous pouvez partir du haut du tableau sur des formes très génériques et puis descendre dans le bas du tableau pour arriver à des formes très spécifiques et très gymniques. Et comme ça, vous les amenez progressivement en partant de la période de reprise jusqu'à la période compétitive, voire d'affûtage juste avant les compétitions. Voilà. Spécialiser progressivement le travail dans ce type d'intervalle training. Sachant que plus on est dans la période compétitive, plus il va falloir travailler pour nous la tolérance lactique. Donc les filières anaérobie lactique, parce que c'est celles qui sont utilisées pendant la compétition. Donc il faut avoir travaillé le fond d'aérobie plutôt au début de la saison, sur les périodes de reprise et d'apprentissage. Et après, quand on va arriver vers les périodes de pré-compétition, compétition, affûtage, là, on va plutôt spécialiser le travail et rentrer dans le développement des filières anaérobie lactique. En effet, pour rebondir sur ce que tu dis, Geoffroy, ça fait référence au développement, aux adaptations physiologiques, hein, globalement. Hein. C'est-à-dire qu'en début de saison, vous allez plutôt partir sur des adaptations dites centrales qui vont vous permettre de développer les grandes filières, donc surtout aérobie, par une augmentation, donc, sans rentrer dans trop de détails, mais du volume d'éjection systolique, un épaississement du myocarde, donc du cœur, d'accord, le fonctionnement du cœur, le rendre le plus optimal possible pour pouvoir ensuite fournir un maximum d'oxygène et puis faire en sorte à ce que le corps fonctionne de manière la plus optimale. Donc ça va être le premier objectif, d'accord, les adaptations dites centrales. Et plus on va aller, plus on va rentrer dans la saison, plus on va rentrer dans des contenus spécifiques, plus on va aller chercher des adaptations dites périphériques au niveau musculaire, avec voilà, la résistance à l'acidose, la teneur notamment en glycogène intramusculaire, le pouvoir tampon que vous avez au niveau du muscle, etc. etc. Autrement dit, là, améliorer, optimiser le fonctionnement musculaire pour qu'il puisse durer dans le temps et pour qu'il puisse maintenir un certain niveau d'intensité le plus longtemps possible. Donc, c'est concrètement un peu l'objectif, c'est partir d'une adaptation centrale pour aller vers une adaptation périphérique. C'est comme ça que ça se traduit après en termes de périodisation. Et il est important, à mon sens, de connaître voilà, les penchants physiologiques pour expliquer et comprendre ce que l'on fait réellement et pourquoi on le fait à tel moment. Allô, allô. Ouais, Nicolas, tu as retrouvé ton tableau? C'est bon, ouais, j'ai été déconnecté, je sais pas ce qui est arrivé, c'est pas grave. Alors, je pense que si je peux rapidement, donc on parlait de chronologie, j'ai pris en main ce que vous avez été en train de parler. Je vais pas rebondir de suite dessus. Est-ce que donc je fais ouvrir le bac de partage, c'est bien ça? Et après, est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Alors, il y a quelque chose aussi en termes de chronologie. Alors, c'est pas moi qui nous l'ai inventé, c'est un travail qui a été fait aussi par un technicien qui s'appelle Rodolphe Boucher. Pour la plupart, il y en a beaucoup qui le connaissent. Il est entraîneur au Pôle France d'Antibes. Moi, j'aime bien ce tableau-là parce qu'il permet aussi, si on part sur au niveau aérobie, anaérobie, il a fait une chronologie du développement de ces qualités-là, comment dire, par rapport à l'âge. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver selon la petite Nicolas, enfance. est-ce que tu peux agrandir ta diapo? Dans le zoom en bas, tu peux l'agrandir là. Plus moins là, voilà, tu peux la grossir et puis réduire la taille des diapos sur le côté là et ta taille des notes. Ok. Éventuellement, là, ouais, tu peux te mettre, tu sais, sur la colonne de gauche où tu as toutes tes diapos. Ouais. Tu te mets à l'extrémité droite, tu peux peut-être diminuer, voilà. Ouais. Et puis pareil pour les notes en bas. Et bien évidemment, je garderai ça dans le montage. Hein, pour envoyer voilà, c'est l'aléa du direct, hein, on va dire. Je ne maîtrise pas Teams, moi, donc voilà, désolé hein, pour ces aléas-là. Est-ce que c'est mieux en tout cas de votre côté? Oui, c'est bien. Ouais. Ouais.
Donc, je peux encore rezoomer un petit peu. Je vois qu'on Voilà. avait la même idée de tableau, mais vas-y. De toute façon, voilà, je te dis, moi, j'invente rien, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est en termes de chronologie, de pouvoir. Souvent, on va se dire, ouais, mais qu'est-ce que je travaille plus? Est-ce que je travaille plutôt l'aérobie au début? Est-ce que je travaille l'anaérobie? Alors, il y a aussi, bien évidemment, d'autres qualités physiques comme la force, la souplesse, la coordination, etc. Vous pourrez le retrouver dans ce tableau-là. Mais là, nous, aujourd'hui, on parle quand même plus de filières. Donc, en effet, vous allez pouvoir développer selon l'âge de votre sportif, plutôt en capacité, plutôt en puissance. Et là, c'est plutôt un tableau qui va résumer sous le nombre de points. Vous avez deviné que plus on va avoir de points, plus on va travailler, entre guillemets, cette qualité-là, la capacité chez les plus jeunes enfants. Et au fur et à mesure que le sportif va grandir, on va plutôt passer en puissance. Ça, c'est pareil. Pourquoi? Parce que d'un point de vue aussi physiologique, il va falloir aller chercher en fait au niveau morphologique et sa physiologie de croissance. D'accord? Et inversement, à l'anaérobie, on ne va pas forcément faire dès le plus jeune âge de l'anaérobie. Déjà d'une, parce que c'est quand même assez compliqué pour l'enfant. Ça peut être aussi virulent, traumatisant. Et donc, plus on va aller chercher, on va aller développer l'aspect anaérobie d'un point de vue plus en début de puberté jusqu'à la fin de sa puberté. Donc voilà, ça c'est un tableau que je pense qui peut vous être utile dans votre chronologie, dans votre planification aussi d'entraînement. Est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Geoffroy. Alors moi, j'ai pas de question, je le connais bien ce tableau, mais ce qu'il faut bien comprendre dedans, c'est que là, vous avez le nombre de points. C'est pas uniquement là qu'il faut le travailler. Ça veut dire que le corps est plus perméable au développement de cette qualité à tel âge. Si je prends Ah bah le tableau est parti. Attends, excusez-moi, pardon, je remets. En gros, si je prends les filières aérobie, dans l'enfance et jusqu'au début de la puberté, le corps, il est perméable à ce développement. Donc, ça veut dire que si vous entraînez vos gyms à développer leur qualité aérobie quand ils sont petits, ça va marcher tout de suite. Et ils vont développer très fortement ces qualités-là. Si vous le travaillez après la puberté, vous allez pouvoir le travailler et il faudra continuer de le faire. Simplement, vous allez sans doute maintenir les qualités et avoir beaucoup plus de difficultés à les développer. C'est ça que ça veut dire. Et sur l'anaérobie, bah, c'est la même chose, mais un peu à l'inverse de l'aérobie. C'est qu'avant la puberté, en fait, la physiologie musculaire, elle n'est pas mature. Et donc, le processus de développement de l'acidose musculaire, il est pas inexistant, mais presque. Du coup, ça ne sert à rien de s'acharner à développer les filières anaérobie dans l'enfance parce que le corps, il est pas mature pour ça, en fait. Et donc, il vaut mieux attendre le début de la puberté et ensuite pour vraiment développer cette qualité. C'est là que le corps sera plus sensible au développement de cette qualité. Et d'ailleurs, vous ferez le constat vous-même dans la salle. Si vous faites un circuit sur de l'anaérobie lactique dans la salle avec les grandes et les petites, vous allez voir que les petites, elles vont tenir sans problème. Et puis les grandes, elles vont avoir les muscles qui brûlent, elles vont être lourdes et ça va être difficile. Sensation que les petites n'auront pas. Voilà. C'est clair. Je confirme. Donc effectivement, on ne peut pas développer n'importe quelle qualité à n'importe quel âge et c'est important d'en prendre conscience parce que si vous ne faites pas le boulot à un moment donné, vous allez perdre énormément de temps à rattraper ce défaut-là plus tard. Voilà, ça veut dire qu'on peut développer les qualités aérobie à 16 ans, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats que si vous l'avez fait à 10 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut enlever ce partage d'écran? Dans tous les cas, vous pourrez l'avoir, il n'y a aucun problème là-dessus. Allô, allô? Il n'y a pas de questions. Ok, super. Hop. Oui, Arthur a une question. Oui, désolé, la tablette met toujours un peu de temps. Juste, j'ai tiqué sur au niveau de la force explosive. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le thème qu'on abordait. Quand on est en plein dans la puberté, ça baissait complètement par rapport à quand c'est petit ou quand c'est grand. Mais alors, vu que ça s'arrêtait jusqu'à 17 ans, est-ce que ça veut dire qu'on est dans la merde si on a des gamines qui, à 18 ans, arrêtent la gym?
et qu'elles ne l'ont pas travaillé quand elles étaient petites, parce que c'est un peu mon cas. Alors, on m'entend, ouais? Ouais. Allô, allô? Ouais, vas-y, On vas-y. m'entend? Ouais, c'est bon. Ah, comme disait Geoffroy, je vais rebondir ce que disait Geoffroy, c'est pas que ça ne va pas marcher, c'est en effet les qualités en prérequises, entre guillemets, si la formation sur la qualité explosive de la force n'a pas été travaillée au préalable, en effet, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de gymnaste par la suite après 17 ans et plus en termes d'explosivité, c'est que en fait, ça va être plus long, ça va être un travail plus acharné, plus long que si on l'a travaillé, entre guillemets, au départ en amont. On a préparé, entre guillemets, le sportif, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, aujourd'hui, quand on veut aller mettre des sportifs à carrière ou dans la filière haut niveau, c'est que l'idée, c'est de pouvoir préparer, entre guillemets, le sportif aux différentes intensités, aux différentes contraintes que donne donner le haut niveau. Donc, le but, c'est de pouvoir préparer dans une chronologie du mieux que ce soit pour pouvoir préparer, entre guillemets, son futur sportif à accéder ou à faire du haut niveau. Donc aujourd'hui, c'est pas mort de faire travail explosif pour, par exemple, dans la puberté, etc., au début de puberté, fin de puberté. Non, le but, c'est de le continuer. Mais il y a d'autres, je pense, d'autres qualités à aller chercher pendant cette période-là que de faire purement de l'explosivité. Est-ce que ça répond à ta question ou pas du tout, Arthur, ou je suis à côté de la plaque? Ouais, pour préciser vraiment, c'est quand même une notion importante, c'est que on a besoin de travailler quasiment tout le temps. À part des filières anaérobies chez les tout petits, ça sert à rien parce que, encore une fois, les systèmes enzymatiques, ils sont pas matures, ça fonctionnera pas, donc ça n'a pas vraiment d'utilité. Par contre, sur tout le reste, il faut le travailler tout le temps, mais il faut savoir le doser. Voilà, l'idée, c'est de gagner du temps et de l'efficacité dans l'entraînement. Si vous avez travaillé au bon moment les bonnes qualités en mettant le paquet dessus, ça va marcher à un moment et ça marchera moins à l'autre. Donc, il y a des moments où on va développer les qualités et il y a d'autres moments où on va maintenir les qualités. Voilà. Si je prends l'exemple de la souplesse, qui est assez parlant facilement, on se doute bien qu'avec la puberté et les pics de croissance, on va perdre en souplesse, voilà, ça va être compliqué. C'est pas pour autant qu'on va pas travailler la souplesse. Sauf que c'est une période où on va pas chercher à gagner en souplesse, parce que ça va être très compliqué. En revanche, on va travailler la souplesse pour essayer de maintenir au maximum les qualités à ce moment-là. Mais si on ne l'a pas travaillé avant pleinement, eh ben, les qualités de souplesse seront moins bonnes de toute façon au final, quoi. Voilà. Donc il y a un moment où c'est plus opportun que l'autre de mettre le paquet sur une qualité ou une autre. Voilà. Alors, une question d'Eric sur les placements statiques avec les petites au détriment des qualités de vitesse. Alors, je ne suis pas mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, j'en ai discuté encore il n'y a pas longtemps avec Thierry Blancon sur les trajectoires de performance et qu'est-ce qui faisait que les gyms ou d'autres sportifs, n'importe quel sportif, performait plus tard. À chaque fois, ils faisaient le constat que dans leur enfance, ils crapahutaient et ils développaient de la vitesse dans la coordination quand ils étaient tout petits. Et que ça, c'est un incontournable pour l'avenir. Voilà, un des grands critères de performance d'aujourd'hui et demain, c'est la capacité à gérer de la vitesse et à générer de la vitesse. Mais bon, ça, c'est après d'autres questions qui dépassent peut-être l'intervalle training de ce matin. Peut-être on pourra faire une thématique sur le développement des qualités de vitesse, éventuellement. Il est clair, hein, il est clair, même si on s'écarte un peu, comme tu dis, Geoffroy, du sujet, mais il est clair que ces qualités de vitesse sont tellement dépendantes aussi de qualités de coordination intramusculaire, de commandes nerveuses qu'il faut travailler en amont dès le plus jeune âge. Voilà, si c'est un travail qui n'est pas fait rapidement, c'est plus compliqué derrière de le travailler et surtout de le développer par la suite, quoi. Donc c'est plus lié à ça aussi. À l'inverse, moi personnellement,
Rajouterais, en fait, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, c'est pas l'idée, mais je pars du principe qu'il est méga important, on sort en effet du contexte de l'IT, mais il est méga important pour moi de pouvoir mettre en place des choses en statique au départ, des positionnements statiques pour aller vers du dynamique. On ne peut pas aujourd'hui, je pense surtout en gym, d'aller chercher du dynamique avant le statique, parce que là, on va faire du carnage, quoi. Je le vois comme ça, moi. Il est méga important dans une chronologie de développement et de carrière sportive en gym, de pouvoir prioriser au départ du travail statique vers le dynamique. Moi, en tout cas, c'est ma conception aujourd'hui pour éviter tout ce qui va être prévention de blessures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de dynamique, mais à un moment, pour pouvoir réaliser quelque chose d'efficient, on va dire, vers le dynamique, il faut forcément avoir au départ un bon positionnement statique, d'un point de vue recrutement musculaire, etc. C'est mon avis en tout cas. Alors, on lancera un débat là-dessus. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'intervalle training et sur la thématique de ce matin? Je vois qu'il y a d'autres questions périphériques et qu'on pourra traiter sur d'autres moments sur ce Morning Coach. Ce sera évidemment possible et ce sera même tout l'intérêt. Je vous laisse réagir s'il y a besoin, s'il y a d'autres questions. On a fait le tour pour vous. Bon, super. Sacha, alors ça c'est une bonne question et justement on va conclure autour de ça. Ah, il y a une question de Christiana, j'imagine. Tu peux prendre la parole si tu veux. Hop, c'est bon. Oui, en fait, moi, pour rebondir juste sur la coordination, etc., je trouve qu'on est très, très bon avec le travail des tout-petits sur la baby éveil, où on est très riche dans les actions qu'on leur propose. Et je trouve que dès qu'on les passe en gym, en GAF ou en gamme, on veut tout de suite enlever cette partie un petit peu jouée sur la coordination, tout ça, pour les mettre effectivement sur du renfort des positions et de la technique et tout ça. Et je trouve qu'on perd un petit peu tout ce travail-là de coordination et d'éventail de travail qu'on a et sur lequel on est très, très bon. Enfin, je trouve que la gym est très bonne sur ce travail chez les tout petits. Je trouve que peut-être la question aussi, faudrait se la poser. Alors, il y a Noémie Laurent qui propose de relire Carrasco, effectivement, qui a notamment un bouquin sur tout le développement des chaînes motrices. Moi, après, de manière plus récente que Carrasco, je vous invite à regarder sur Internet, vous trouverez des choses sur le LTAD, c'est Long Term Athlete Development, c'est quelque chose qui a été développé par les Canadiens et qui, justement, met en évidence qu'il faut éviter de spécialiser trop vite, trop tôt, et notamment si on veut prolonger la carrière des sportifs dans une discipline, mais qu'il faut être capable, notamment dans l'enfance, de développer des panels de coordination complets et diversifiés. Voilà, donc une approche intéressante et plutôt pertinente dans ce sens-là. Encore une fois, ce sera peut-être l'objet d'une autre thématique si vous voulez. Les questions de l'intervalle training, s'il y en a pendant que je parle, n'hésitez pas encore à les poser, on est là pour ça. Sinon, par rapport à ce format-là, donc c'était une première sur le Morning Coach. Évidemment, l'enjeu, c'est d'en faire un régulièrement. Alors, je ne pense pas qu'on fera forcément ça tous les jeudis parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir des experts sur toutes les questions à chaque fois, tous les jeudis, et puis de pouvoir avoir toutes les thématiques qu'il faut. Néanmoins, suite à cette intervention de ce matin, Sacha elle va vous envoyer un questionnaire que je vous invite à répondre. C'est anonyme, mais ça nous permettra d'avoir votre avis et aussi d'avoir d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser. Éventuellement, si vous connaissez des experts et que vous souhaitez qu'on les sollicite pour partager leur point de vue, on les accueillera volontiers pour ce genre de débat avec vous. Peut-être aussi vous questionner sur le timing. Est-ce que le jeudi matin, c'est le bon créneau ou est-ce qu'il en faut un autre? Voilà, je vous laisserai répondre à ce questionnaire. On compte sur vous. Plus on aura de retours, plus on sera pertinent avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on devrait en programmer un très prochainement. On vous tient au courant. Ce sera sur la préparation mentale avec un travail sur la gestion du stress et sur l'imagerie mentale. Voilà, avec quelque chose d'orienté de manière très pratique sur moi, entraîneur dans ma salle, comment je peux faire avec mes gyms, quelles solutions je peux exploiter. Donc, il y aura ce travail-là qui vous sera
proposer très prochainement avec un préparateur mental qui est sur l'île actuellement et qui viendra nous partager son expertise. Voilà, s'il y a des questions encore, je vous laisse les poser tout de suite. Si vous voulez faire des échanges entre coachs, évidemment, hein, s'il y en a qui ont des remarques, des choses à dire, vous pouvez le faire sans souci. C'est tout à fait possible. Ils sont bien calmes aujourd'hui. Ou alors on les a tous endormis. Peut-être, je ne sais pas. Alors sur les questions WhatsApp, bon, ça c'est un autre sujet. Effectivement, on a constitué un groupe WhatsApp avec tous les techniciens de la région. Si vous n'êtes pas encore dans ce réseau-là, il suffit de nous le signaler et on vous intégrera dedans. Si vous ne voulez pas avoir toutes les notifications et être inondé, on a quand même mis une règle de bonne conduite que je vous invite à lire pour justement éviter de mettre des messages intempestifs. Et vous pouvez désactiver les notifications du groupe dans vos paramètres WhatsApp. Bon, alors ça, je vous laisse régler vos petites questions entre vous. Je note, je vais remettre à jour. Voilà. Pour nous, en tout cas, pour ce matin, ce sera... on va terminer là-dessus, je pense, à part s'il y a vraiment d'autres questions qui arrivent dessus. Merci à vous d'être venus et d'avoir participé à cette matinée. Encore une fois, on vous envoie les documents. La vidéo sera en lien sur une plateforme vidéo. On vous donnera les liens, évidemment, pour y accéder. Et puis, vous recevrez un questionnaire. On compte sur vous pour y répondre. Ça prend 2 minutes. Merci à vous, en tout cas. Et puis, à bientôt. J'espère sur les tapis.